et à la une de l'actualité, ce vendredi, Karim Benzema mis en examen. Il est passé aux aveux. On retient contre lui la complicité dans le chantage fait à Mathieu Valbuena à propos de la fameuse sextape. Et à 7 mois de l'Euro 2016, l'affaire tombe au plus mal pour l'équipe de France. La carrière de Benzema va-t-elle se jouer sur le terrain juridique, loin des stades et des pelouses? C'est la question du jour. Crash en Égypte, c'est au tour de Barack Obama cette fois d'évoquer publiquement la piste de la bombe à bord et au centre des attentions, la sécurité, les contrôles dans les aéroports du monde entier. Et puis la polémique de ce vendredi, il s'appelle Ran Baratz, un Israélien connu au bataillon. En 2 jours, il fait les gros titres et son nom atterrit même sur le bureau du président des États-Unis. Et pour cause, il est le nouveau conseiller en communication de Binyamin Netanyahu. Il cumule les déclarations à l'emporte-pièce. Enfin, le moment de solitude de Myriam El Khomri chez Bourdin, Kaamelott adapté au cinéma et les larmes de Giscard. C'est l'actu média de la semaine et ce sera dans un peu plus de 30 minutes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Karim Benzema est donc passé aux aveux. Il reconnaît en garde à vue être intervenu dans le chantage fait à Mathieu Valbuena à propos d'une sextape. Dans la foulée, Didier Deschamps annonce sa sélection pour les matchs contre l'Angleterre et l'Allemagne. Ni Valbuena ni Benzema. Retour sur cette journée pleine de rebondissements avec Joseph Emmanuel. Inculpé pour tentative de chantage sur son coéquipier Valbuena, Karim Benzema est déféré devant la justice dans un scandale autour de l'équipe de France. Tout commence par une vidéo intime de Mathieu Valbuena avec sa compagne. Une vidéo évidemment faite à leur insu par 3 escrocs. Mais c'est Benzema qui évoque à son coéquipier l'existence de cette vidéo il y a 2 mois lors d'un rassemblement des Bleus. L'attaquant du Real Madrid aurait été contacté par un ami d'enfance, lui-même en contact avec les escrocs. Le but, faire en sorte que Benzema pousse son coéquipier à céder au chantage. Le Madrilène a reconnu s'être mis d'accord avec son ami d'enfance sur ce qu'il devait dire pour que son coéquipier négocie exclusivement avec lui. Mais s'il reconnaît les faits, Benzema a une toute autre interprétation. Il serait même rassuré que l'affaire sorte, selon son avocat. Karim Benzema est heureux, même satisfait de pouvoir finalement mettre fin à cette pénible polémique. C'est une affaire dans laquelle il n'a pris aucune part. L'attaquant des Bleus affirme même avoir rendu service à son coéquipier, un service que la justice voit comme une tentative d'extorsion de fonds. L'affaire risque de freiner la carrière de Benzema, celle de Valbuena aussi. En ce qui concerne Mathieu Valbuena, même s'il est moins performant en ce moment avec son club, l'Olympique lyonnais, vous comprendrez facilement qu'il n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques par rapport à toute cette affaire. Et donc j'ai pris la décision de le laisser souffler par rapport aux 2 matchs très importants qui nous attendent. Le mois dernier, c'est Djibril Cissé qui avait été placé en garde à vue dans cette affaire avant d'être relâché. Karim Benzema pourrait voir son passeport confisqué par la justice. Une mesure très contraignante pour les matchs joués à l'extérieur de l'Union européenne. Le carton rouge est donc sévère, mais il n'a pas été réclamé par Valbuena. Sur sa page Facebook, il publie ce jeudi une photo avec son coéquipier. Une photo prise il y a plus d'1 an, quand les 2 joueurs avaient le même objectif, faire briller les couleurs de l'équipe de France. Rudy, est-ce que la carrière sportive de Benzema est compromise? En tout cas, il va y avoir des conséquences. Conséquences sur le plan personnel et sur le plan sportif. Alors sur le plan sportif, on a entendu Didier Deschamps dans le sujet. Impossible de sélectionner Karim Benzema, tout simplement parce qu'il ne peut pas rencontrer Mathieu Valbuena. Et puis en plus, il n'est pas dans les meilleures conditions pour affronter justement l'Angleterre et l'Allemagne, les 2 prochains adversaires des Bleus. C'est-à-dire qu'on est dans une période extrêmement importante avant l'Euro 2016. C'est la période où Didier Deschamps va faire son équipe type qui va donc concourir à partir du mois de juin en France pour l'Euro. Et c'était un petit peu le dernier grand rendez-vous pour Karim Benzema pour pouvoir briller, lui qui n'a jamais vraiment marqué l'histoire des Bleus malgré son talent. Donc pour lui, effectivement, ça pourrait être une manière de rater son dernier grand rendez-vous avec le Bleu. Alors sur le plan personnel, la mise en examen, ça impose plusieurs choses. On l'a dit aussi dans le sujet, on peut lui retirer son passeport, c'est-à-dire l'interdire
de sortir de France, leur interdire de se rendre dans certains pays, même en Europe, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Justement, son avocat travaille à alléger son contrôle judiciaire parce que les charges ne sont pas des charges de meurtre, ce ne sont pas des charges si gravissimes. Donc finalement, voilà. Donc on voit un petit peu les conséquences du contrôle judiciaire. Donc la confiscation de passeport, j'en parlais, l'interdiction de rentrer en contact avec Mathieu Valbuena, ce qui pose un problème. Et puis sur le plan purement judiciaire, il risque entre 5 ans et 7 ans de prison, soit exactement ce que risquent les personnes au cœur de ce chantage. Alors si on regarde un peu dans l'histoire des athlètes qui ont eu des démêlés judiciaires, en général ça se termine comment? Ça peut mal se terminer et puis ça peut très vite mal se terminer. Il y a un exemple qui est évidemment bien plus grave puisqu'on parle de meurtre, c'est Oscar Pistorius qui aujourd'hui est absolument ruiné en frais d'avocat, ruiné aussi parce que lâché par ses sponsors. Rares sont les marques qui veulent s'associer à un sportif qui a des démêlés avec la justice. Donc c'est ce qui pourrait lui arriver assez rapidement. Mais cela dit, on l'a aussi vu dans le sujet, il a des soutiens de Mathieu Valbuena et pour l'instant le monde du football a l'air de faire bloc derrière lui. Il continue à soutenir Karim Benzema. L'affaire Omar Haddad relancée, on parle toujours judiciaire. La justice a annoncé hier la découverte de traces ADN exploitables. On se souvient évidemment de cette affaire. Omar m'a tué. Une inscription écrite avec le sang de la victime retrouvée par les enquêteurs. Les faits remontent à 91 lorsque Ghislaine Marchal avait été retrouvée morte dans sa villa de Mougins. Et c'est son jardinier Omar Haddad, un jeune Marocain, qui avait été accusé du meurtre de la riche héritière. Crash en Égypte, c'est au tour cette fois de Barack Obama, je vous le disais, d'évoquer publiquement la piste de la bombe à bord et au centre des attentions, la sécurité, les contrôles dans les aéroports du monde entier. Écoutez, le président américain, c'était à la radio cette nuit. Nous prenons cela très au sérieux. Nous allons passer beaucoup de temps à nous assurer que nos propres enquêteurs et services de renseignement découvrent ce qui s'est passé avant de faire des déclarations définitives. Mais il est assurément possible qu'il y ait une bombe à bord. Et l'aéroport de Sharm el-Sheikh ne sera plus desservi par les compagnies britanniques, mais désormais également allemandes. À noter tout de même qu'officiellement, Russes et Égyptiens ne veulent pas encore parler d'attentat. Explication Maxime Pérez. Arrivée discrète au 10 Downing Street pour Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien est en Grande-Bretagne pour 72 heures. Une visite où il est question de coopération sécuritaire avec le Premier ministre David Cameron. Londres vient d'annoncer la suspension des vols entre Sharm el-Sheikh, d'où avait décollé l'Airbus A321, et le Royaume-Uni. Nous répondrons à chacune de vos demandes et nous sommes disposés à montrer les moyens que nous avons engagés sur le terrain, y compris à des experts britanniques, de sorte que nous puissions vous montrer que nos aéroports sont parfaitement protégés et répondent aux normes de sécurité. Comme Washington, Londres estime probable qu'une bombe soit responsable du crash ayant causé la mort de 224 passagers et qui a été revendiquée par les djihadistes de l'État islamique. Les autorités britanniques doivent à présent gérer le retour de près de 20 000 de leurs ressortissants coincés en Égypte. Un vaste pont aérien pourrait être mis en place depuis l'île de Chypre, où des appareils de la Royal Air Force serviraient au rapatriement des citoyens britanniques. En Allemagne, la compagnie aérienne Lufthansa a décidé de suspendre ses vols vers l'Égypte. Dans les grands aéroports du pays, comme ici à Düsseldorf, les passagers ne cèdent pas à la psychose, mais l'inquiétude est présente dans les esprits. Je suis toujours un peu nerveuse quand je dois voyager et aujourd'hui je le suis plus que d'habitude. C'est normal. On en parle entre nous, même si c'est vrai que l'aéroport de Düsseldorf est très sécurisé. Pour l'heure, la Russie refuse toujours de privilégier la piste terroriste et reproche à Londres son manque de transparence. Son Premier ministre Dimitri Medvedev estime qu'il est trop tôt pour dresser des conclusions, tout en annonçant un renforcement des mesures de sécurité concernant les vols de compagnies aériennes russes. Mathias, plusieurs mises au point avec vous. D'abord, cette recommandation du Quai d'Orsay aux touristes français. Le Sinaï égyptien est désormais déconseillé. Est-ce que c'est justifié? Alors c'est justifié concernant surtout la menace qui pèse sur cette péninsule du Sinaï. On le sait, il y a des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui sèment la terreur sur place. Cela dit, ce n'est pas la première fois que le Quai d'Orsay invite ses ressortissants à quitter ou en tout cas à ne pas se rendre sur la péninsule du Sinaï. Il faut le dire, depuis 2010, c'est la 5e destination des Français
à destination de cette localité égyptienne. Mais ce n'est pas la première fois et les Français avaient plusieurs fois quitté cette péninsule. Ils étaient revenus en 2014 pour la quitter ou vraisemblablement la quitter dans les prochaines heures. Alors on le voit, la préoccupation aujourd'hui c'est la sécurité dans les aéroports, désormais un peu partout dans le monde. La faille de la sécurité à Sharm el-Sheikh, comment elle s'explique ? Tout simplement parce qu'il y a eu un manquement surtout à la responsabilité de chacun de porter qu'un bagage à main. Il se pourrait, au moment où il y a eu l'inspection des bagages, que plusieurs personnes aient pu à l'intérieur et tenter de faire pénétrer plusieurs bagages. Il y a aussi le problème des bagagistes. Je l'annonçais hier et j'ai vérifié l'information ensuite. 2 bagagistes, par exemple, de l'aéroport de Paris ont été limogés parce que eux-mêmes étaient affiliés à l'État islamique, en tout cas se revendiquaient être supporters de l'État islamique. C'est peut-être le cas aussi de ce qui s'est passé à Sharm el-Sheikh. Tous les éléments de l'enquête pointent aussi le doigt sur ces éléments-là qui sont sur le tarmac et qui pourraient avoir pris une bombe à l'intérieur d'un bagage et l'intégrer dans la soute. Alors, on le rappelle, les Russes et les Égyptiens refusent pour l'heure de parler d'attentats. Les Russes qui se plaignent d'ailleurs du manque de coordination dans cette enquête et parlent de conclusions hâtives. C'est la preuve qu'il y a un manque de coopération entre les services de renseignement occidentaux et orientaux et surtout, quand on parle de lutte antiterroriste, il est bien de tirer vraiment le buzz sur soi-même, c'est-à-dire chacun essaye de balancer la première information en premier et on le voit bien, Londres a sorti l'information selon laquelle il pourrait s'agir d'une bombe, directement Barack Obama emboîte le pas et on le voit, les Égyptiens et les Russes sont à la traîne. Et c'est dans ce contexte que la France a décidé de déployer son porte-avions Charles de Gaulle dans la lutte contre l'État islamique, signe d'une montée en puissance du dispositif français. Je vous propose d'écouter François Hollande. J'ai décidé ce matin l'envoi du groupe aéronaval, c'est-à-dire du porte-avions Charles de Gaulle, sur cette zone, de manière à ce qu'il puisse nous aider dans les opérations que nous conduisons. C'est un choix réfléchi, c'est un choix important. Nous menons des opérations en Irak et en Syrie et le porte-avions nous permettra d'être plus efficaces en coordination avec nos alliés. Il est l'homme le plus puissant du monde. C'est désormais officiel. Pour la 3e année consécutive, Vladimir Poutine remporte la palme de l'homme le plus puissant de la planète. Et cela selon le fameux classement du magazine Forbes, le podium, avec Gabriel Nolin. Poutine, maître du monde, il arrive en tout cas pour la 3e fois consécutive en tête du classement Forbes des personnalités les plus puissantes de la planète. 4 critères principaux ont été réunis par le président russe. Avoir du pouvoir sur un grand nombre de personnes, dans de multiples sphères, faire un usage concret de ce pouvoir et posséder des ressources financières. Pour Forbes, il serait une des rares personnes dans le monde qui puisse se permettre de faire ce qu'il veut sans conséquences. Le conflit en Ukraine et ses implications en sont une illustration. Ni les sanctions internationales, ni la récession de l'économie russe n'ont pu ternir l'image du président Poutine. L'implication russe en Syrie a permis à Poutine d'augmenter son influence. Il est devenu le personnage crucial de toutes les discussions. Pour Forbes, les bombardements qu'il y mène ont porté atteinte à l'image des États-Unis et de l'OTAN, qui apparaissent plus faibles. Avec ce classement, Poutine montre une nouvelle fois l'étendue de sa puissance face à ses concurrents. La polémique de ce vendredi, il s'appelle Ran Barat, c'est un Israélien connu au bataillon et en 2 jours, il va faire les gros titres et son nom va même atterrir sur le bureau du président des États-Unis. Pour cause, il est le nouveau conseiller en communication de Benjamin Netanyahu, mais voilà qu'il cumule les déclarations à l'emporte-pièce. Obama, Kerry, il n'épargne personne et ce, à 3 jours d'une rencontre cruciale à la Maison-Blanche. Steve Jourdain. Des révélations qui tombent au plus mauvais moment. À 4 jours de son voyage aux États-Unis, Benjamin Netanyahu se serait bien passé d'une nouvelle polémique avec l'administration Obama. Ses commentaires concernant des responsables américains et le secrétaire d'État John Kerry sont troublants et vexants. Nous attendons des responsables étrangers et en particulier de nos alliés les plus proches un minimum de respect à l'égard de notre gouvernement et de nos représentants.
John Kerry a discuté avec le Premier ministre israélien et Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il reviendrait sur cette nomination à son retour des États-Unis. À l'origine de cette énième controverse, un homme, Ran Baratz, nommé ce mercredi conseiller communication du gouvernement Netanyahou. Le docteur de 42 ans n'a pas sa langue dans sa poche. Des messages postés sur les réseaux sociaux ont refait surface. En vrac, l'âge mental de John Kerry qui ne dépasserait pas les 12 ans. Ou encore plus grave sans doute, la position de Barack Obama dans le dossier iranien. Symbole selon Baratz de l'antisémitisme du président américain. Symbole de l'antisémitisme à l'œuvre dans les pays occidentaux. Simple dérapage ou véritable positionnement politique. Selon Ran Baratz, l'État islamique lui-même ne voudrait pas du président israélien comme otage. En 2004, Ran Baratz appelait à la reconstruction du temple juif sur l'esplanade des mosquées. Daniel Haïk, est-ce que la nomination de Baratz va être annulée? Probablement. Il est probable que Ran Baratz ne sera pas le conseiller en communication de Benjamin Netanyahou. Cela prendra peut-être quelques jours ou quelques semaines, mais il ne restera pas à cette fonction. D'abord parce qu'il a tenu des propos effectivement déplacés. Ensuite parce que c'est sa crédibilité qui est remise en cause. Et en matière de communication, cette crédibilité, c'est important. Lorsque c'est l'homme qui va devoir, par exemple, combattre le BDS, alors comment pouvoir combattre un tel phénomène sans avoir la moindre source de crédibilité? C'est un problème. Et puis aussi parce que finalement, c'est pas la première fois. Et l'histoire a prouvé, l'histoire politique de Benjamin Netanyahou a prouvé que dans le passé, des nominations aussi controversées ne tenaient pas le coup. Des nominations problématiques, successives. Pourquoi il se passe quoi dans le cabinet de Benjamin Netanyahou pour en arriver là? C'est une bonne question. C'est une question que des observateurs israéliens se posent depuis 20 ans maintenant. Benjamin Netanyahou ne sait pas s'entourer des conseillers adéquats, de conseillers compétents. C'est un homme extrêmement intelligent qui a du mal à trouver des conseillers qui lui sont totalement fidèles, loyaux et qui restent fidèles à long terme. Cela veut dire qu'il y a une liste impressionnante de conseillers depuis 20 ans qui ont été dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, mais la plupart n'ont jamais réussi à tenir le coup. Il y a un problème, il y a une problématique dans la personnalité de Benjamin Netanyahou qui fait que il ne sait pas s'entourer, il ne sait pas désigner aussi même des conseillers. C'est tout simple, il aurait suffi de faire Google, de voir ces propos de Ran Baratz sur Google, on aurait tout de suite été fixé. Benjamin Netanyahou n'a pas eu le temps de le faire. Apparemment, il est peut-être surmené par le fait qu'il cumule tellement. Oui, il a une équipe, mais apparemment, cette équipe ne remplit pas sa mission. Il est peut-être occupé avec ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, de la communication, ministre aujourd'hui de l'économie. C'est trop. En tout cas, cette affaire a pris des proportions diplomatiques qu'on n'attendait pas, même une discussion entre John Kerry et Benjamin Netanyahou au sujet de cette nomination. On a vu le porte-parole du département d'État intervenir sur cette affaire. Est-ce qu'elle va assombrir la rencontre entre Obama et Netanyahou lundi à Washington? Eh bien, je suppose que Benjamin Netanyahou fera tout pour expliquer à Barack Obama et à John Kerry qu'il n'a pas l'intention de nommer, que même si aujourd'hui, pour l'instant, il reste flou à ce sujet, il n'a pas l'intention de nommer Ran Baratz. S'attirer les foudres de l'administration Obama pour le dossier du nucléaire iranien, certes, oui, mais pour un conseiller qui va retomber dans l'anonymat dans les prochains jours, ça vaut pas le coup. Voilà la bourde de la semaine pour Netanyahou. Direction Chouafat, ce camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est est l'un des hauts lieux de la révolte des couteaux. Sur place, des affrontements quasi quotidiens avec la police israélienne. Une espèce de no-go zone tombée aux mains du Hamas. Vous allez le voir dans les rues, au balcon des maisons. Eh bien, les drapeaux du mouvement sont légion sur place. Le reportage de Maël Benoliel. On le voit partout. Le Hamas s'affiche ici jusque sur les portes d'entrée des immeubles. Et les nombreux drapeaux verts qui flottent dans le ciel ne laissent pas de place au doute. Bienvenue à Chouafat, le seul camp de réfugiés palestiniens situé à l'est de Jérusalem. C'est tous ces drapeaux qui t'inquiètent? Moi je suis musulman et comme tous les musulmans dans le monde, nous croyons ce qui est écrit dessus. Il n'y a de divinité que Dieu et Mohamed et son messager. N'est-ce pas les gars? Tu m'as demandé pourquoi les juifs ont peur de venir jusqu'ici. C'est faux, c'est juste de la propagande israélienne. Et pourtant, au moins 2 jeunes du camp ont commis des attaques au couteau ces dernières semaines. À chaque fois, le Hamas a revendiqué leur appartenance au groupe terroriste. Le mouvement islamiste a même distribué des bonbons aux enfants du camp. D'après l'islam, il est strictement interdit de tuer. Mais il n'est pas interdit de se défendre ou de réagir à une trop grande souffrance. L'être humain a ses limites, vous savez. Combien pouvons-nous supporter cette situation? Que les choses soient claires, nous sommes ici pour rester.
Le ton est donné. Il faut dire qu'ici, les 20 000 habitants de ce camp se sentent laissés pour compte. Construit par la Jordanie avec l'aide des Nations Unies, Shoafat a été annexé par Israël en 1967 à l'issue de la guerre des 6 jours, en même temps que Jérusalem-Est. Situé entre le mur de séparation construit en 2004 et la Cisjordanie, le camp de Shoafat se trouve dans une zone de non-droit. Même si les habitants possèdent tous des cartes d'identité israéliennes, les autorités n'interviennent plus depuis longtemps. Bah est le représentant des habitants du camp de réfugiés de Shoafat. Pour lui, le coupable est tout trouvé, Israël. Cette histoire de couteau, tu crois que c'est qui le responsable? Israël. Je sais bien que ce n'est pas Israël qui dit aux jeunes de faire ça, mais la vérité, c'est qu'Israël ne fait rien pour rendre nos vies meilleures. Le Hamas, de son côté, fait réfléchir les gens. Il sait parler aux musulmans, notamment à propos de Jérusalem. Je crois qu'il faut donner une chance aux gens d'ici de vivre comme il faut. Pourquoi j'irais croire le Hamas? Ici, ça n'est pas la Cisjordanie, ça n'est pas Gaza, c'est Jérusalem. Alors qu'à Jérusalem, beaucoup ignorent la présence d'un camp de réfugiés palestiniens sous la juridiction de la ville, Shoafat est devenu ces dernières années un véritable bastion du Hamas. Ali Waqued, comment expliquer ce succès du Hamas à Shoafat, au cœur d'Israël, à Jérusalem? Tout le monde est surpris de la présence du Hamas à l'est de Jérusalem en général, mais la première indication était déjà en 2006, lors des élections législatives palestiniennes. Shoafat, comme tous les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, ont à très grande majorité voté pour le Hamas. Pratiquement les 4 représentants musulmans de la ville et de ces quartiers et villages appartiennent au Hamas. Le Fatah n'a rien reçu dans ces élections législatives de 2006. 2, Maël a parlé de la... On a vu d'ailleurs les photos qui reflètent une négligence totale de la mairie de Jérusalem. De l'autre côté, l'autorité palestinienne et même les institutions internationales, voire l'UNRWA, disent que comme le camp appartient à la municipalité de Jérusalem, on investit de moins en moins. Dans ce cas-là, il y a un vide que le Hamas sait très bien, historiquement, le Hamas savait très bien remplir ce vide. Comme à chaque fois dans l'histoire palestinienne. Alors vous l'évoquez, on l'a vu dans le reportage, juridiquement, le quartier, le camp de Shoafat est sous la responsabilité de la municipalité de Jérusalem, mais elle n'assure pas, ou très peu, les services d'eau, d'électricité, de ramassage des ordures. Pourquoi? Comment on explique? Vous savez, Barbara, le problème, ce n'est pas la municipalité. C'est vrai que c'est le fait que la municipalité n'a pas assumé ses services, et jusqu'il y a quelques années, d'ailleurs pratiquement jusqu'à aujourd'hui, les gens de Shoafat payent les taxes municipales, l'Arnona. Les gens de Shoafat sont obligés à payer ces taxes et ils ne reçoivent pas les services. Mais moi, je parle plutôt de la police, Barbara. Shoafat est le centre des armes, de la crime organisée, non pas seulement dans la région de Jérusalem-Est, mais dans toute cette région du sud de la Cisjordanie et de Ramallah. Quand tu veux acheter une arme, tu vas à Shoafat, que ce soit de Jaffa, que ce soit de Jérusalem. La police israélienne, elle n'y met pas les pieds, elle a fermé les yeux tant qu'il s'agissait de la crime. Maintenant, on sait très bien, le Hamas sait très bien comment est-ce que canaliser les gens qui faisaient la crime pour les buts de la lutte anti-israélienne. Mais il faut souvenir, depuis quelques jours, Shoafat ne fait pas sortir des gens qui perpètrent ce genre d'attaque pour la simple raison que la question du Mont de Temple, la question d'Al-Aqsa, s'était relativement calmée et la situation maintenant elle est tendue essentiellement à Hébron. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on considère ces gens-là comme des Israéliens à la carte d'identité ou est-ce qu'ils sont... Vous avez parlé de no man land et là les éléments radicaux savent comment en profiter. Voilà, un État à l'intérieur de l'État. Merci Ali. Voilà, et comme tous les vendredis, on va passer en revue l'actualité de la semaine avec l'œil et la plume, le crayon de Michel Kishka. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, plusieurs grands dossiers cette semaine. Elle a démarré avec le triomphe électoral de Recep Tayyip Erdogan en Turquie.
Oui, alors on s'est beaucoup posé la question, est-ce que les attentats qui avaient eu lieu en Turquie finalement, s'ils l'ont servi dans cette élection, et apparemment oui, alors qui était derrière ces attentats? C'est pas très clair. D'un autre côté, c'est pas la première fois que Erdogan parle de la reconstitution du Grand Empire ottoman. Alors voilà, je suis allé voir sur Google la tête qu'avaient les sultans de l'Empire ottoman, voilà, et ils avaient tous une coiffe très très jolie d'ailleurs. Donc je l'ai mis avec cette coiffe tenant la tête d'Atatürk, hein, en disant que la Turquie d'Atatürk c'est loin derrière, parce que quand même il a révolutionné la Turquie, mais là, bon, pour Erdogan, on est en marche avant. À mon sens, on est en marche arrière. C'était une démocratie, une démocratie laïque. On peut se poser la même question par rapport à Israël, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Autre grand titre de l'actualité, on en a beaucoup parlé en début de semaine, c'est la fin de la politique de l'enfant unique en Chine, une petite révolution. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce que ça m'a tout de suite donné l'idée d'un dessin. Bon, je suis content pour les Chinois, hein, parce que c'est vrai qu'on a aussi, il y a eu beaucoup d'avortements. On a aussi trucidé des bébés, hein. C'était pas une situation facile. Alors voilà, donc j'ai dessiné un marché où il y a d'un côté un marchand de préservatifs qui est en faillite et en face un marchand de couches qui est en rupture de stock. Voilà, c'est une manière de dire, voilà, ça fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Et puis la crise des migrants, Michel, qui se poursuit évidemment en Europe. Un chiffre dévoilé hier, 3 millions de réfugiés franchiront les portes de l'Europe jusqu'à 2017. Voilà, c'est énorme. Et quand on voit les reportages sur toutes les chaînes, et il y en avait aussi sur les chaînes israéliennes et sur les chaînes européennes, où des journalistes prennent la peine, pas de filmer ces fils interminables, mais d'interviewer des personnes. On se rend compte quand même de la détresse humaine et du fait que ces gens fuient tout simplement la mort quelque part, ou alors que ce soit la mort économique ou physique. Et donc j'ai eu l'idée de ce dessin d'un reporter de Reporters sans frontières qui demande vous êtes MSF, donc qui devrait normalement être Médecins sans frontières, et leur réponse évidemment c'est Migrants sans futur. Et voilà, et je pense que l'Europe elle a un rôle à jouer et qu'elle met du temps à le jouer. Toujours pour finir au sujet de l'Europe, ce désaveu diplomatique pour Israël, le projet d'étiquetage de l'Union européenne des produits fabriqués en Cisjordanie est en train de se mettre en place. Oui, d'abord ça pendait au-dessus de la tête d'Israël depuis tellement longtemps, et puis comme dans beaucoup d'affaires diplomatiques et politiques, c'est toujours en dernière minute et en situation de crise qu'Israël décide de s'en occuper. Alors d'après le programme de la vice-ministre des Affaires étrangères, elle va aller convaincre l'Europe que les implantations sont légales. Donc je lui souhaite bon courage, elle ne va pas réussir. Et puis je suis en train de me demander qu'est-ce qui va être écrit sur les produits. Voilà, c'est toujours en réflexion en tout cas. Tout un texte à lire, hein, genre démerdez-vous. Merci beaucoup Michel. À suivre dans le morning, le moment de solitude de Myriam El Khomri chez Bourdin hier matin, Kaamelott adapté au cinéma, les larmes de Giscard et puis L'amour est dans le pré, privé de générique. C'est toute l'actu média de la semaine et ce sera après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Naga. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous comme tous les vendredis. On passe en revue l'actu média de la semaine, tout ce qu'il ne fallait pas manquer. La dernière info date d'hier matin, c'est la bourde de la semaine. Elle est signée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, face à un Bourdin très en forme. Oui, c'était hier matin sur Jean-Jacques Bourdin. Impossible d'être passé à côté de cette séquence désormais cultissime. Alors à la réponse, combien de fois un CDD pouvait être renouvelé? Voici la réponse de la ministre du Travail, ou en tout cas sa tentative de réponse. Pour moi, il n'y a pas de baisse de CDI, et c'est le contrat qui est utilisé. Le CDD d'ailleurs, au niveau européen. C'est combien le CDD? On peut le renouveler combien de fois le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire.
Voilà, évidemment, les réseaux sociaux se sont enflammés instantanément et la principale intéressée a tenté de réagir au micro même de BFM TV dans l'après-midi. Alors pour elle, c'était un piège. Jean-Jacques Bourdin avait préparé son coup, dit-elle. Il voulait son buzz, il a eu son buzz. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière, dit-elle. Voici son droit de réponse. Voilà, qui est dit. On parle également de la télévision du futur, Rudy, cette semaine. C'est une sorte de Netflix de la télé lancée à grand renfort de millions d'euros. Ça va s'appeler Molotov. Oui, alors mercredi, Jean-David Blanc, c'est un des fondateurs d'Allociné, un des plus gros sites de France, et Pierre Lescure, l'un des fondateurs de Canal+, étaient avec leurs associés devant le CSA pour présenter pour ce qui est pour eux finalement l'avenir de la télévision. Molotov, en quelques mots, alors ça serait le Netflix de la télé. C'est une manière de consommer les programmes de manière totalement nouvelle et intuitive. Alors au lieu d'avoir un contenu linéaire comme sur une télévision classique, Molotov serait une sorte de télé à la demande que l'on consomme quand on veut, où on veut et à son propre rythme. Alors les fondateurs s'inspirent effectivement du succès de Netflix en France, qui a en quelques mois 750 000 abonnés en France, soit autant que Canal+, qui s'était quand même installé en 2011. Alors c'est quoi les recettes du succès de cette télé du futur? Alors l'idée, c'est déjà de prendre ce qui est existant dans le PAF, mais toute l'idée est de changer l'interface et la façon de consommer la télévision, en fait de vous faire une télé sur mesure selon votre personnalité et surtout selon ce que vous avez déjà regardé pour vous faire des propres recommandations. Donc pour l'instant, c'est de réorganiser un contenu déjà existant, mais avec Pierre Lescure à la manœuvre, fort est à parier que le service Molotov pourrait éventuellement aussi produire des programmes exclusifs. Voilà, tout cela semble très logique. Et puis, autre info qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, c'est une interview pour l'histoire. C'est ce que voulait laisser en tout cas Giscard. C'est un document réalisé par Frédéric Mitterrand qui n'a pas encore été diffusé. C'est prévu le 23 et le 30 novembre sur la chaîne parlementaire. Oui, alors c'est surprenant de voir les deux hommes si complices quand on sait que l'oncle de Frédéric Mitterrand est celui qui a évincé VGE du pouvoir en 81. Mais malgré cela, depuis quelques années, finalement, les deux hommes, on le voit sur cette image, ont lié une amitié très sincère, d'où l'idée pour l'ex-chef de l'État de faire cette interview testament avec lui. Alors on n'a pas encore d'image disponible, mais ce que l'on sait, c'est que la deuxième et dernière partie de l'entretien se termine par une séquence extrêmement émouvante. Valéry Giscard d'Estaing s'effondrait en larmes en récitant les dernières strophes de Moesta Erabunda, le poème de Baudelaire qui évoque le vert paradis des amours enfantines. Donc à coup sûr, ça sera un moment pour l'histoire à découvrir le 23 et le 30 novembre sur la chaîne parlementaire. Et on finit cette revue des médias, Rudy, par ce qui agite tous les téléspectateurs d'M6. James Blunt ne veut plus que sa chanson Beautiful soit le générique de la fameuse émission L'amour est dans le pré. Oui, si vous aimez le romantisme, les grands espaces et les tracteurs, vous aimez ça. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Voilà, 10 ans que les rencontres agricoles de l'amour et dans le pré se font au rythme de cette chanson lancinante de James Blunt, mais ça c'était avant. Alors le chanteur britannique s'est en effet officiellement opposé au fait qu'M6 utilise désormais sa chanson au désespoir de Karine Le Marchand, qui sur Twitter le taclait en disant finalement il a touché les droits pendant 10 ans et puis maintenant ne veut plus faire partie de l'émission. Alors certains téléspectateurs sont heureux parce qu'ils étaient un peu lassés de cette chanson. On en est à la 10e saison. Il y aura donc un nouveau générique, une nouvelle chanson pour le retour de la saison 11. Et voilà, on va parler d'infos et de retour de James Stewart. Souvenez-vous du Comédie Centrale. C'est dans l'info en bref tout de suite. Le Figaro en mode télé. Son directeur général Marc Feuillet a annoncé cette semaine son intention de lancer une chaîne d'information en direct. Sans sujet tourné à l'extérieur, la chaîne serait installée dans un studio au sein même de la rédaction. D'abord sur le site internet du Figaro qui comptabilise 10 millions de visiteurs uniques par mois, puis pourquoi pas sur les box TV. 6 mois après son départ du Daily Show sur Comédie Centrale, Jon Stewart reprend doucement du service pour la chaîne HBO. Il produira des programmes courts en ligne qui seront disponibles notamment sur les plateformes HBO Now et HBO Go. Une manière discrète de revenir sur les écrans. Et c'est transformé pour TF1. Avec un investissement de 45 millions d'euros pour l'acquisition des droits TV de la Coupe du Monde de rugby, l'heure est au bilan pour la une. Avec 35 millions d'euros de recettes publicitaires et la revente des matchs à Canal+ pour 13 millions, l'opération a été bénéficiaire. Elle aurait été bien plus si les Bleus s'étaient hissés dans le dernier carré. Voilà pour les infos médias de la semaine. Et puis la collection Balmain pour H&M est sortie en magasin hier dans le monde entier. Les acheteuses étaient bien au rendez-vous malgré des prix jugés plutôt
excessif. Elsa Mimoun était pour nous à Tel Aviv. C'est reparti pour un tour. H&M, ou le hard discount du vêtement, lance pour la 11e année consécutive un partenariat avec une maison de luxe. Il s'agit cette fois-ci de la marque Balmain. Un véritable phénomène planétaire amplifié par les réseaux sociaux. Et pour se procurer le précieux sésame, les acheteuses se sont levées tôt, enfin presque. Non, on a acheté la place. On a acheté une place. Ah, vous avez acheté une place? On a acheté une place. Ben, c'est une personne qui vient très tôt, il a vendu une shekel. Et on a payé. On l'a payé à 3. Et les achats sont minutés, la collection limitée, de quoi rendre cet événement encore plus exclusif. Et sans surprise, la foule est en rendez-vous ce matin pour l'événement mode de cet automne, c'est-à-dire la collection Balmain qui s'associe avec le géant suédois H&M. Plusieurs pièces de collection sont déjà des must-have. Des articles pouvant aller jusqu'à 500 € l'unité, bien au-dessus de la moyenne des prix du géant suédois. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Par rapport à Paris, ouais. Non, mais par rapport à la marque, non. Oui, c'est ça. Voilà. It's our yearly collaboration with... Ce genre de partenariat amène toujours autant de monde qui reste des heures dehors à attendre pour avoir la chance d'acheter un article Balmain qui est d'habitude très cher en magasin, mais avec la collaboration d'H&M, c'est beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que les gens viennent nombreux. The amount of people waiting outside. Une opération marketing bien rodée, mais au final, ça profite à qui ? Je pense que dans chaque collaboration, cela doit être une situation gagnant-gagnant. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire ni le designer, ni notre magasin n'y gagnent, cela ne vaut pas le coup. Et l'objectif est multiple. La marque de prestige popularise ainsi son nom dans le monde entier. Le géant suédois H&M renforce son image précieuse de marque de mode. Quant aux principales intéressées, les acheteuses, elles peuvent s'approprier les codes d'une maison de luxe à prix doux. Alors satisfaite ? Je suis très satisfaite. Je voulais juste crier yes, c'est le mien. Ouais, très contente. J'ai trouvé tout ce que je voulais. On peut voir un petit peu les pièces que vous avez achetées ? Bah, c'est emballé, mais voilà. Par exemple, le pantalon en daim. J'ai essayé, ça taille très bien. Super, ouais. C'était la guerre, mais ça va. Ouais, j'ai trouvé. Vous n'avez pas dépensé trop d'argent, ça va? C'est pas non, trop ça cher. va. Non, c'est rentré dans notre budget. J'ai pu avoir ma taille parce que j'étais première, c'est de la folie. À l'intérieur, les gens se tirent par les cheveux, sautent sur vous, c'était stressant. J'ai pas l'habitude, mais ça valait le coup. Puisque je repars avec tout ce que je voulais. Paris réussi donc, la haute couture est descendue un instant de ses podiums. Voilà, pour l'hystérie, on parle d'art contemporain aussi tous les vendredis. C'est avec vous, Marie Chek. Cette semaine, vous nous parlez de Ronan et Erwan Bouroulek. Alors, on l'aura compris, selon la consonance des prénoms, ils sont français et ils sont exposés en ce moment au musée de Tel Aviv. Voilà, ils viennent de Bretagne. Voilà, ils sont bretons. Voilà. D'abord, c'est difficile pour moi de parler après l'hystérie de Balmain, mais on va essayer de le faire. De toute façon, je parle aujourd'hui design et pas art contemporain pour une fois, donc je change de style complètement. Deux frères, un né en 71, l'autre en 76, les deux faisant des études d'art décoratif, de design, disons, et très vite, ils adoptent une méthode de création différente, poétique. Aujourd'hui, le design, on s'assoit, on dort dedans, on mange avec, mais eux, ils font tout pour créer des meubles ou des espaces qui sont légers, qui sont à travers. Et là, il y a une sublime exposition au musée Tel Aviv, ouverte il y a une semaine. Regardez, ils ont créé spécialement pour le musée 17 sortes d'écrans transparents ou à travers, construits en plastique, en verre, en tissu, en toutes sortes de matières. Ils sont très, je dirais, sensuels. Et on ne peut pas les toucher, évidemment, on est quand même dans un musée. Et chaque écran, regardez, on voit à travers. En fait, on pourrait penser à un énorme espace muséal ou dans un appartement, un grand loft, où ces écrans feraient la séparation d'une chambre à l'autre. Mais comme ils sont si légers, ils ont l'air légers, on voit à travers. Et en fait, étant tellement connus, travaillant avec autant de designers comme Miyake, Vitra, Glass Italia et bien d'autres, et
de temps en temps, ils vont en Bretagne et ils arrêtent de parler, ils regardent le paysage, ils regardent la mer et ils s'imprègnent de cette nature. Donc c'est quand même, en général, on s'imprègne de la culture, pas de la nature. Et chez eux, c'est le contraire. Regardez, c'est très... c'est aérien, presque. Exactement, c'est comme un dessin dans l'air. Et j'en parle aujourd'hui non seulement parce que c'est une grande émotion, un grand honneur de les avoir. Ils ont arrêté de tout faire pour nous amener cette exposition, mais aussi parce qu'à la fin, ça devient une grande sculpture où on a envie de déambuler ou de toucher, regarder tous les traits. L'ensemble fait cohérence aussi. Complètement. Les écrans mis les uns derrière les autres. Derrière, à côté, même les mots écrits. Tout, c'est comme une sorte de musique, je dirais, du genre de Kandinsky ou de Paul Klee. On a l'impression que dans une minute, la musique va commencer à marcher et on va déambuler comme dans un rêve, tellement c'est léger, joli, constructif, et on n'a qu'une envie, c'est de vivre entre ces deux écrans. De s'installer dans le musée. De s'installer, parce qu'aujourd'hui, on en a marre des choses lourdes. Tout ce qui nous dérange, c'est la lourdeur des choses. On a envie d'avoir le minimum. Et en fait, ils créent ça pour nous. Ils ont eu une grande expo au musée de Beaubourg à Rouen, à Metz, je crois, oui, le musée de Beaubourg à Metz, et un peu partout dans le monde. Ils sont arrivés il y a une semaine et c'était la vraie fête parce qu'ils ont amené avec eux 30 personnes, toutes les équipes qui travaillent avec eux. En fait, ils créent des créations pour les grands designers du monde. Donc tous les gens avec qui travaillent le verre, avec qui travaillent les tissus sont venus, comme ici à Miyake, et c'est la fête. C'est la fête pour les gens qui aiment le design et pour les gens qui aiment l'esthétique. Au musée de Tel Aviv pour quelques bons mois. Vous nous avez donné envie, merci Marie-Pierre. Et on finit par du cinéma. Nous trois ou rien, c'est l'histoire vraie du père du réalisateur Kéron, son épopée depuis l'Iran jusqu'aux banlieues françaises. Laetitia. Voilà, Kéron, ça dit peut-être rien à nos téléspectateurs, mais c'est ce garçon, le copain, c'était en tout cas ce garçon, le copain obsédé du héros du programme court. Bref, alors on a une photo tirée de ce programme. Voilà, c'est lui à gauche pour ses premiers pas derrière la caméra. Et bien Kéron, qu'on a découvert aussi dans le Jamel Comedy Club, a choisi de nous faire rentrer dans son intimité, de nous raconter l'histoire, comme vous l'avez dit, de sa famille, des opposants politiques iraniens qui ont fui l'Iran dans les années 70-80. Alors il nous dresse le portrait de cette famille, pas comme les autres, une histoire inspirante. Regardez la bande-annonce. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique. Et le roi concerné par son peuple. On a faim! Je m'en fous. On a soif! Je m'en fous. Moi j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, Ibat, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur. Un requin? Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu as poussé ma fille. C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison, c'est nous trois ou rien. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. Voilà, un sujet grave, mais le film est drôle. C'est votre recommandation du week-end. C'est sorti mercredi. Tout à fait, sorti mercredi. Plusieurs raisons d'aller le voir. Oui, beaucoup de raisons d'aller le voir. Alors, je les ai condensées. 3 raisons d'aller voir ce film. Déjà, c'est une belle déclaration d'amour. Vous les adorez, ces déclarations d'amour, Barbara. On passe de l'agitation des rues de Téhéran à celle de la banlieue parisienne. Kéron le jure dans ses interviews. Tout ce qu'il montre, tout ce qui se dit est vrai. Et d'ailleurs, la plupart des scènes sont tirées d'une photo dévoilée en guise de générique de fin. Le casting aussi est une bonne raison d'aller voir ce film. Un casting absolument brillant. Leila Bekti qui arrive à faire rire tout en étant extrêmement touchante. Face à elle, on a une belle galerie de personnages qui émeuvent aussi bien qu'ils provoquent de délicieux fous rires. Je pense à Gérard Damon, Zabou Bretman, Jonathan Cohen, Camélia Jordana et puis Alexandre Astier qui joue le chat d'Iran absolument brillamment. Alexandre Astier d'ailleurs qui va adapter Kaamelott au cinéma, on l'a appris. Voilà, c'était la petite nouvelle de la journée. Nous trois ou rien sur les écrans de cinéma partout en France. Merci Laetitia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très beau week-end.
portez-vous bien.